Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur Veto Micro Victoire Delessal, entre deux trains. Bonjour Victoire. Bonjour Marine. Alors, je suis vraiment heureuse qu'on ait réussi à se retrouver à Paris à mon bureau. On a profité d'un de tes rendez-vous à Paris. Ça a été compliqué puisqu'on a eu des galères de train, mais finalement, avec quelques heures de décalage, on a réussi à se rejoindre. Alors, la tradition dans ce podcast, c'est qu'on présente l'invité, donc j'ai mis employé. Victoire, t'es sortie d'Alfort en 2015. Étudiante, tu étais déjà passionnée d'associatif, de médecine rurale et de voyage, puisque tu étais membre de l'ADUNA, qui est l'organisation étudiante d'AVSF, d'Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Tu nous en parleras. Pendant tes études, tu partiras à l'île de la Réunion, puis au Cambodge pour ta thèse, dont je vais donner le titre parce qu'il m'a fait sourire. Ethnopharmacognosie en élevage avicole, bovin, bubalin et porcin. Alors je t'avoue que j'ai dû taper bubalin sur Google. Et ça veut dire buffle pour nos auditeurs. J'ai aussi tapé ethnopharmacognosie, mais tu nous en parleras parce que là c'est trop compliqué. Puis tu fais la rencontre d'un étudiant ingé agro qui te parle d'un projet en Inde et qu'à cela ne tienne, tu rejoins ce projet et tu pars en Inde. Puis en 2016, c'est le début d'une aventure africaine qui va te mener en Zambie, dans un orphelinat d'éléphantaux dont les mères sont victimes de braconnage. Et avec un vétérinaire que tu as rencontré là-bas, tu monteras l'association Melindika, qui est une association française de soutien à l'élevage paysan, une association de solidarité internationale pour laquelle tu travailles toujours puisque tu en es la directrice. Et tout à fait dernièrement, et c'était pas prévu au programme, tu t'es lancée dans une aventure un petit peu différente, celle de la maternité, puisque tu es enceinte de 5 mois. Alors je le dis à nos auditeurs que c'était pas prévu parce que même quand je fais des sujets sur les voyages, la Zambie, on en revient toujours à la maternité. Alors je sais pas, il doit y avoir un truc, peut-être que c'est un sujet énorme sur une profession féminisée, sur des femmes entre 30 et 40 ans. Ça doit être ça. En tout cas, ce projet-là de maternité, il se fait dans un contexte un peu particulier et tu m'as dit que ça te dérangeait pas qu'on l'évoque, donc on en parlera également. Alors je te le demande très officiellement, Victoire, acceptes-tu de nous emmener dans tes bagages de vétérinaire aventurière ? Oui, avec grand plaisir. Bon, parfait. Alors, première question, tu n'y couperas pas. Vétérinaire, c'est quelque chose qui te vient d'où ? Oh là là, très cliché. Tout le monde répond ça. C'est vrai. L'amour des animaux. Non, j'ai la chance. Je suis de Lille. Donc, je suis une fille citadine à la base, mais j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a un bois. Et en fait, j'ai passé tous mes étés, toutes mes vacances et tous mes week-ends dans ce bois. Et en fait, la relation avec la nature et les animaux, c'est ça qui me comble depuis que je suis toute petite. Donc ça s'est un petit peu imposé, comme une vocation, comme tout le monde, le métier de vétérinaire. C'était vraiment par passion pour les animaux et pour le milieu rural. Donc tu intègres Alfort. Pourquoi tu choisis Alfort ? Pour la proximité avec Lille, tout simplement. Et à Alfort, ce qui m'a intéressée quand j'ai préparé cette interview, c'est toute la partie avec l'ADUNA, donc ce que je disais tout à l'heure, l'organisation étudiante d'Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Donc il y avait déjà un attrait chez toi sur cette partie peut-être associative, élevage, mais à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en fait, c'était plutôt le côté voyage, découverte de nouvelles cultures qui m'a attirée, parce que je voyageais beaucoup pendant mon enfance, et donc en fait, c'était un petit peu mes deux passions, l'élevage et le voyage, et Aduna, c'était une façon de combiner les choses,
Et le milieu associatif, l'implication de l'humain dans le milieu vétérinaire, c'est venu au fur et à mesure de mes années étudiantes et grâce notamment à Aduna. Est-ce qu'à Aduna, ça existe dans les 4 écoles vétérinaires ? Oui, il y a une association étudiante représentative de agronomes et vétérinaires sans frontières dans chaque école, oui. Et toi, tu as commencé à t'y investir en quelle année ? Dès le début, dès la première année, il y avait un choix associatif et sportif assez grand à Alfort. Et en fait, ça a vite été une évidence à Aduna. Par ailleurs, quand même, pendant tes études, tu fais des expériences, des stages en pratique rurale en France. Alors, j'ai lu l'article Veto Focus sur toi et tu écris « Je garde un souvenir très fort de mon maître de stage dans les Pyrénées, Bernard. Il m'emmenait cueillir des asperges sauvages et admirer les balais de vautours déchirant les carcasses de brebis entre 2 consultations. » Alors, ça m'a amusée. Je te laisse nous en dire un petit peu plus là-dessus. Non, mais c'était juste que c'était une expérience sympa parce que le métier de vétérinaire rural, c'est pas toujours évident, c'est beaucoup de boulot. Et en fait, là, il m'avait fait découvrir la campagne, la vie à la campagne d'une manière un peu différente. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de partir très très loin à l'étranger pour vivre des expériences qui nous marquent. Donc finalement, tu commences à découvrir le milieu rural du vétérinaire rural en France. Et pour autant, tu te dis que c'est pas que tu iras probablement ailleurs, ou est-ce que tu te dis que tu pourrais bosser en rural en France ? J'ai toujours voulu bosser à l'étranger, au moins avoir une première expérience. Et donc c'est pour ça que j'ai fait quand même mes stages en France pour acquérir un petit peu d'expérience. Mais après, à chaque année, j'arrivais à partir à l'étranger et je savais que je voulais commencer par une expérience à l'étranger. J'hésitais entre les dom-toms, c'est pour ça que j'ai fait un stage à La Réunion aussi, et vraiment l'étranger. Et en fait, après, par la suite des choses, ça s'est fait de manière assez naturelle. Je suis partie à l'étranger. Et ton stage à La Réunion, c'est un stage chez un vétérinaire rural ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu y as appris ? Bon, c'était un peu comme en France, c'était de l'allaitant. Il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc on pouvait aussi faire de la plongée et profiter de la Réunion. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment comme en France. Et donc, si je voulais chercher un petit peu plus, pas forcément d'exotisme, mais en tout cas la découverte d'une nouvelle culture, c'est pas forcément dans les dom-toms que je la trouverais. Et c'est avec cette réflexion-là que tu entames cette thèse qui va se passer au Cambodge ? Oui, alors j'ai toujours, comme je bossais avec, j'étais dans l'asso d'Aduna, j'avais déjà une relation proche avec Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Et c'est vraiment une maison, c'est vraiment une association qui me parlait beaucoup, de par leur travail de soutien aux familles paysannes et à l'élevage paysan dans le monde. Donc j'ai vraiment poussé, j'avais envie de faire une thèse avec eux, j'avais envie de partir. Donc c'est toi qui les as contactés là-dessus pour ta thèse en fait ? Ouais, je les ai harcelés. Carrément. Hervé, je suis désolée, mais vraiment, si tu m'écoutes, je m'excuse encore. Mais je les ai harcelés, je leur ai dit, vous m'envoyez où vous voulez dans le monde, je veux partir avec vous et faire une thèse avec vous. Et ça s'est concrétisé. Et ta thèse, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi ça portait ? Alors, le fameux mot, l'ethnopharmacognosie, c'est tout simplement l'étude des remèdes traditionnels, de la médecine traditionnelle. Et donc là, appliqué à l'élevage des bovins, des buffles, des porcins et des poulets au Cambodge. Et donc en fait, je suis partie pendant 6 mois. J'étais basée à la capitale, à Phnom Penh, mais on faisait des déplacements dans toutes les provinces d'intervention d'AVSF. Et on a récolté, avec les assistants en santé animale d'AVSF, les remèdes traditionnels qui sont utilisés par les éleveurs bénéficiaires de l'association, et on a comparé ces remèdes, ces plantes utilisées à la littérature scientifique, et on a gardé ce qui avait été validé par la littérature scientifique, et on a fait un espèce de petit guide à l'attention des éleveurs pour pouvoir garder et faire perdurer ce savoir ancestral. Et tu es restée combien de temps là-bas ? 6 mois. 6 mois, oui. Ouais. Et est-ce que tu en as tiré des apprentissages peut-être humains sur la différence de culture, peut-être sur la partie qui est moins vétérinaire ? Qu'est-ce que tu en retires en allant faire ces recherches ? Qu'il y a différentes façons d'élever des animaux et ça m'a donné envie de continuer à pousser dans cette voie-là, de se rendre compte qu'il y avait dans le monde des élevages qui sont responsables, des élevages durables, des élevages qu'il faut préserver, des personnes aussi à soutenir, vulnérables dans les milieux ruraux, reculés. Et ça a été un peu le début de ma carrière dans le développement rural.
Donc finalement, tu es pas du tout déçue. Au contraire, ça te donne envie de poursuivre l'aventure avec d'autres voyages, c'est ça ? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après avec cette rencontre qui t'emmène en Inde ? Alors après ma thèse, justement, je voulais à l'origine reprendre des études, refaire un master en production animale, parce que j'aimais bien le côté santé animale, mais moi, ça n'a jamais été ce qui me passionnait, l'acte vétérinaire, l'acte médical, même la chirurgie. Ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec les éleveurs et la vie rurale, mais plus dans son ensemble, dans sa globalité. Quand j'étais petite, je voulais presque être éleveuse que véto. Et donc, quand je reviens après ma thèse, je me suis dit, je vais me lancer dans un master en production animale dans les pays du Sud. Et en fait, j'ai eu cette occasion au Cambodge de rencontrer cet étudiant, cet ingé agronome, Vivien, et qui lui partait pour un séjour en Inde, pour une étude en Inde, et qui cherchait un binôme. Et donc, du coup, j'ai appelé l'ILRI, qui est l'Institut de recherche internationale sur le bétail, en leur disant, est-ce que vous accepteriez une candidature vétérinaire ? Et j'ai été formée à cette étude-là, qu'on appelle un diagnostic agraire, et je suis partie pendant 6 mois sur le terrain. Et tu disais justement que tu n'as jamais été attirée par l'acte vétérinaire. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, j'aurais peut-être dû faire agro ou pas du tout ? Oui, j'y ai pensé plusieurs fois, mais bon, au final, on a la chance d'avoir un diplôme qui est très très polyvalent, qui nous permet de faire beaucoup de choses quand on sait bien le manier et quand on est un petit peu, quand on a une force de caractère. Et donc en fait, maintenant, je suis quand même heureuse et je suis quand même fière. Et je dis toujours que je suis vétérinaire. Alors je dis je suis vétérinaire de formation, mais c'est quand même une Moi fierté. Moi aussi, je dis ça. Tu dis ça ? Ouais. Donc ça reste une fierté. Donc j'ai pas de regrets par rapport à ça. Est-ce qu'en travaillant avec Vivien, qui lui était, il était encore étudiant en ingénieur agronome, qu'est-ce que tu vois comme complémentarité ? Justement, de ne pas voir l'élevage juste sous l'aspect de la santé animale, mais il y a tout le côté alimentation, tout le côté zootechnique que nous, on aborde un petit peu. Et puis surtout tout le côté production derrière et aval de la filière, où nous, là, on n'a pas de compétences. Et tu restes combien de temps en Inde ? 6 mois aussi. Et comment se passe ensuite la jonction entre l'Inde et la Zambie ? Alors la jonction entre l'Inde et la Zambie, donc je suis rentrée, j'ai passé ma thèse, que j'avais pas encore passée avant de repartir en Inde. Et puis ensuite, j'ai recherché une expérience à l'étranger et j'ai été contactée par un confrère, Sylvain Awawini, que tu as déjà interviewé. Oui, l'épisode de Sylvain, c'est le numéro 6 pour nos auditeurs. Voilà, donc moi j'ai été contactée par Sylvain après ma thèse et après mon séjour en Inde. Et donc Sylvain qui travaillait en tant que vétérinaire faune sauvage pour une association de conservation zambienne qui s'appelle Game Rangers International et qui donc lui bossait en tant que véto faune sauvage à la réhabilitation des éléphanteaux dont les mères sont victimes de braconnage. Et il voulait, avec son association, avec GRI, développer un petit peu le côté communautaire de l'association et travailler donc plus avec les communautés qui bordent le parc national de Kafoué. Et au début, il m'avait contacté juste pour avoir des contacts pour AVSF parce qu'il savait que j'avais bossé avec eux. Et en fait, AVSF travaillait pas dans cette partie de l'Afrique. Moi, je lui ai dit, mais moi, je veux bien. Si jamais tu as un projet, je suis partante. J'étais en couple avec un vétérinaire à l'époque. Et donc, j'ai dit, par contre, il faut qu'il y ait deux projets. Et donc, on est parti à 2 pour travailler sur ce projet-là en Zambie pendant 6 mois. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu atterris en Zambie. C'est comme ça que j'atterris en Zambie. Donc, c'était pas par amour de l'Afrique, c'était pas par amour de la faune sauvage, c'était vraiment une opportunité, en fait, de boulot. Et de fil en aiguille, comment ça se passe ? Et donc, je pars là-bas, il y avait donc le besoin de l'association de GRI, c'était on veut travailler plus en rapport avec les communautés parce que c'est bien de soigner les éléphanteaux dont les mères sont victimes de braconnage, mais il faut, si après l'éléphant retourne dans les villages et repille le maïs ou que les villageois retournent dans le parc et braconnent encore les éléphants, bon voilà, on n'arrive pas à trouver de solution durable. Donc, quelles sont les solutions à mettre en place avec les communautés ? Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un diagnostic agraire en Inde, ce qui permet c'est une étude de 6 mois en immersion qui permet de comprendre
comprendre comment vivent les populations rurales, pourquoi elles font les choses qu'elles font et quelles sont les potentielles pistes de développement. Et je te propose de revenir faire ça en Zambie parce que ça permet vraiment, vraiment de comprendre les choses localement et les problématiques locales. Et donc je suis partie faire ça. Donc j'ai pris une tente, un 4x4, et puis je suis partie vivre en immersion dans les communautés. Et on a découvert que les populations qui habitent en bordure de ce parc-là sont en fait des éleveurs agro-pastoraux, et que leur défi principal pour pouvoir vivre durablement de leur élevage et pas d'autres activités comme le braconnage par exemple, c'est un défi sanitaire, parce qu'il n'y avait pas du tout de service vétérinaire au niveau de ces communautés. Donc on a dit ça tombe bien, je suis véto et j'aime beaucoup cet endroit. Concrètement, pour aborder les populations locales, tu fais comment ? Vous parlez anglais ? On avait un traducteur. Vous avez un traducteur. Donc c'était cet asso-là, GRI, qui nous a mis un traducteur à disposition. Donc tu parlais anglais à ce traducteur qui traduisait ? Oui. C'est quand même pas simple, je suppose ? Ça s'est hyper bien passé. En fait, les Zambiens sont vraiment des gens très, très accueillants. Donc, ça a été très facile. Par rapport à l'Inde, par exemple, où même pour une femme, c'était un stage qui était très compliqué, où j'étais rentrée au bout de 3 mois, un peu fatiguée, un petit peu désespérée de la condition de la femme, notamment. Et en Zambie, c'était assez facile. Vraiment, les gens nous accueillaient. On dormait pendant 1 semaine, 15 jours chez l'habitant. Il n'y a pas eu de soucis. Donc les gens sont sympas, ils voient débarquer une jeune femme blanche, ça leur pose aucun problème, et ils ont échangé avec toi sur tous ces sujets-là. Oui, à l'époque on était 2, et donc ça a quand même facilité. Toute seule, je ne sais pas si je l'aurais fait et si j'aurais reçu le même accueil. D'accord, ok. Il y avait donc un homme avec toi. Oui. C'était ton copain. Oui. Ok. Et autre question, financièrement, tout ça c'est bénévole, comment ça se passe ? Comment tu subviens à tes besoins ? Oui, du coup, on a monté une association, loi 1901, donc à but non lucratif, et on récolte des dons. Et c'est comme ça que ça nous a permis de monter le projet, mais j'ai été bénévole pendant 3 ans, oui. D'accord, donc en fait, ce que tu as récolté, ça te permet de quoi ? De gérer un peu le quotidien, ou tu remets en plus de ta poche ? Oui, ça permettait de gérer tous les frais du Par quotidien. Par contre, pas de salaire dégagé. Exactement. Et ensuite, comment tu en arrives petit à petit à la partie sur ton association Melindika ? Donc, comme je le disais, on a identifié un défi principal qui est le manque de services vétérinaires. Donc, au bout de 6 mois, on rentre en France et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse le projet à quelqu'un d'autre, ou alors on s'implique dedans. Et j'ai tellement aimé la vie là-bas et les communautés et le cadre, la faune sauvage, l'environnement. Il y avait tellement de choses à préserver que du coup, j'ai dit, allez, c'est un projet dans lequel j'ai envie de me lancer. Donc, on a demandé un terrain au chef il nous a dit, allez-y, installez-vous où vous voulez au milieu de la savane, puisque c'est un projet à bénéfice des communautés. Et donc, j'ai choisi un terrain et on a construit une hutte. Une première hutte. Non, mais tu racontes ça avec un naturel déconcertant, c'est quand même un peu surréaliste. Et puis on s'est installé là-bas. Et donc comment on construit une hutte ? Avec des artisans locaux. On demande et on dit je sais pas faire, mais j'aime bien ce design-là. Et donc en fait tout est fait localement, donc c'est vraiment super. La paille pour le toit, les briques on les faisait nous-mêmes directement avec la boue des termitières. Donc c'était vraiment tout local. Et en 3 mois, j'avais construit un bar. C'est important quand même. Oui, c'est important, effectivement, dans la savane. C'est primordial. Primordial. C'est une cuisine, mais je préfère l'appeler le bar. Et une chambre. T'as des photos de ça, ce serait sympa de pouvoir les ajouter, que les gens se rendent compte. Ouais. Sur le site de Melindika, on le voit un peu. Nos réseaux, du coup. Je ferai un post spécial pour le bar, pour les auditeurs. Parfait, impeccable. Et puis après, je suis rentrée en France et là, j'ai levé des fonds avec pour but de monter ce qu'on appelle maintenant le projet communautaire vétérinaire. Donc, c'est vraiment la mise en place de services vétérinaires décentralisés dans ces zones reculées de Zambie. Et ça, tu t'es adressé à qui et tu as réussi à lever combien ? Alors, au début, c'était pas beaucoup. C'était un tout petit budget parce que globalement, j'étais toute seule. Donc, en fait... Oui, parce que tu repars toute seule ou tu repars avec ton copain ? Je repars toute seule parce qu'on se sépare. D'accord, ok. On se sépare et là, je reprends le projet toute seule. Et donc, j'ai fait une levée de fonds. Enfin, c'est pas une levée de fonds. C'était des dons, en fait, des dons privés de particuliers.
qui m'ont suivi sur ce projet-là. Là, j'ai levé 15 000 euros pour repartir. Donc de la Love Money, ce qu'on appelle de la Love Money, c'est vraiment ton entourage qui donne des fonds pour ce projet. Oui, voilà, exactement. Et puis j'étais seule, alors au début il fallait pas grand-chose, parce qu'en fait je suis arrivée dans les communautés et j'ai commencé à proposer des services vétérinaires. Ils n'avaient pas l'habitude, il fallait faire ses preuves. Donc au début c'était du troc, au début c'était gratuit. Après, c'était du troc. Donc, quand les éleveurs avaient une citrouille ou une poule, ou parfois je pouvais être bien payée, j'avais une chèvre. Et puis, petit à petit, le mot est passé et les éleveurs se sont rendus compte que c'était mieux quand on soignait les animaux, ça marchait mieux. Et donc, ensuite, j'ai formé des assistants en santé animale, un peu sous le même modèle que ce que fait AVSF dans pas mal de pays. Et donc, des gens locaux. Des gens locaux, des éleveurs qui avaient un attrait en fait pour la santé animale. Ça s'est toujours fait de manière assez naturelle. Il n'y a jamais eu d'entretien particulier. C'est quand j'arrivais dans un nouveau village, et souvent il y avait un éleveur qui sortait du lot et qui me disait mais on pourrait pas faire cette campagne de vaccination là. Ce serait bien que j'ai un éleveur qui m'appelle pour ces vaches là. Et en fait, c'est devenu naturellement des assistants en santé animale. Et donc là, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans. Ils sont 5. Et tu as mis combien de temps à te faire accepter et à monter tout ça avec ces assistants ? Ça a vraiment été graduel, en fait. L'acceptation, elle s'est faite tout de suite. Très accueillant, c'est ce que tu disais. Ouais. Très, très accueillant. Ça, j'ai jamais eu peur en Zambie. Je me suis tout de suite sentie bien là-bas. Et ensuite, la formation, elle est continue, en fait, parce que au tout début, ils me suivaient, je faisais toutes les consultations. Après, j'ai commencé à leur laisser des médicaments. Après, il a fallu faire la formation sur les antibiotiques, parce que c'était compliqué de leur laisser vendre des antibiotiques. Et maintenant, ils sont complètement autonomes. Est-ce que, donc tu disais que tu n'as jamais eu peur en Zambie. Pourtant, tu vis seule dans une hutte dans la savane. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vis là-bas, qu'on se rende compte ? Alors, comment je vivais, parce que maintenant l'asso a bien grandi et du coup, on est plus sur le terrain. Mais avant, quand j'étais toute seule, y a pas une journée qui ressemble à une autre. Il y a pas de quotidien en Zambie, en fait. Il y a que des imprévus tout le temps. Mais globalement, c'était des visites vétérinaires, beaucoup le matin, parce qu'après les vaches partent pâturer. Donc en journée, c'est plutôt des visites sur des chèvres, des animaux qui vont rester près des villages. Et puis après, le retour au camp. Moi, le camp qu'on a construit, il est à 3 km des communautés. Parce que je voulais pas habiter en plein milieu des communautés, parce que c'est une vie qui est quand même très, très prenante. Il y a un sens, justement, un sens de la communauté qui est très fort. Donc, il n'y a pas vraiment de propriété privée, il n'y a pas de limite. Oui, je comprends. Donc, c'est culturellement très communautaire et ça correspondait peut-être pas forcément à ce dont tu avais besoin à ce moment-là, quoi. Oui, voilà. J'avais aussi besoin d'avoir quelque chose qui m'appartenait, qui me plus tranquille. Et donc, en fait, là, c'est vraiment le bon compromis, parce qu'on travaille toute la journée au sein des communautés. C'est prenant, parce qu'il y a aussi une charge mentale qui est liée à une différence culturelle, à une langue aussi qui est différente. Donc on a tout le temps un traducteur, les assistants sont mes traducteurs. Je parle pas du tout bien la langue locale, j'essaye encore d'apprendre, mais je suis pas fluente. Et donc le soir, on est content de rentrer dans sa hutte et d'être un peu plus au calme. Et puis comme on est entre le parc et les communautés, c'est aussi un endroit qui est très très apaisant, parce qu'il y a de la faune sauvage, et donc on se retrouve vraiment en Afrique et c'est très agréable. Et c'est quoi le niveau de confort dans cette hutte ? L'eau, l'électricité Alors, on n'a pas d'eau courante, mais on a un forage, et avec une pompe à main. Et maintenant, parfait, impeccable. Donc ça marche très très bien. J'ai eu un puits, je vais pas revenir sur tout le début, mais au début c'était un puits avec un seau, puis maintenant on a un forage. Et en termes d'électricité, j'en ai longtemps pas eu, et maintenant on a de l'électricité solaire. D'accord. Et quand tu dis que tu es à 3 km, donc tout ça, tu fais ces trajets-là en voiture, je suppose ? Oui. Et pour faire tes courses ? Alors les courses, on a une petite ville à 3 quarts d'heure de route, donc où il y a 2 petits supermarchés, donc on trouve globalement tout ce dont on a besoin. T'avais intérêt à oublier le beurre. Non, c'est ça. De toute façon, on peut pas avoir de beurre parce que j'ai pas de frigo. Oui, c'est vrai. De l'huile, du coup. Mais donc on a cette ville-là où on y va une fois par semaine à peu près.
Et après, sinon, c'est à la capitale. Et on fait des grosses courses, des rations tous les mois à la capitale, qui est à 7 heures de route. Oh là là, d'accord. Donc toi qui es une citadine, c'est ce que tu disais au début d'entretien, cette vie spartiate, tu l'abordes comment ? En fait, je suis née en ville et j'ai été élevée en ville. Mais comme je disais en début d'entretien, moi, j'ai toujours ressenti ce sentiment de bonheur que au milieu de la nature, quoi. Donc c'est accessoire pour toi. Ouais. C'est même, enfin, c'est presque vital en fait. On se recentre sur les bonnes choses. Je trouve que on devrait tous faire l'effort d'être un peu plus sobre dans notre manière de vivre. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément fait grandir. Et par exemple, on pourrait avoir le gaz enfin une gazinière. C'est facile ça, de recharger des bouteilles à gaz pour cuisiner. Et j'ai jamais voulu le faire parce que en fait, cuisiner au feu de bois, c'est super. Ça nous permet de prendre le temps, ça nous permet de discuter tous ensemble. Donc en fait, j'ai vraiment rarement vu ça comme un inconvénient. Pour moi, c'est un avantage, cette vie-là. Ouais, donc en fait, tu découvres un espèce de rythme de vie complètement sobre et proche de la nature et qui te convient complètement. Oui, exactement. Non, c'est super chouette. Alors là, on a parlé de toutes les choses qui t'animent, mais est-ce qu'il y a eu aussi des difficultés que tu as pu rencontrer ? Tu parlais de difficultés culturelles tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Alors, en difficulté culturelle, je dirais que c'est surtout la vie au milieu de la brousse, où, dans les communautés, en fait, où on parle souvent des mêmes choses. On parle souvent du temps qui fâche, on parle souvent des éléphants qui détruisent des récoltes, des lions qui attaquent les vaches. Enfin, c'est très, très terre à terre, en fait. Et donc, c'est sûr que socialement parlant, ça manque, en fait, parfois, d'avoir des gens du même milieu que soi, de la même culture que soi, pour aborder des problématiques, enfin, des thématiques un peu différentes. Tu as pu te sentir un peu déracinée à certains moments ? Je me suis pas sentie déracinée, mais je me suis jamais sentie zambienne. Je serai jamais zambienne. Je suis française et j'ai habité en Zambie et j'ai pas fait d'appropriation culturelle, quoi. Mais sinon, les difficultés, ça n'a pas été forcément sur le terrain. Enfin, si, la grosse difficulté sur le terrain, c'est des problèmes de mécanique et de voiture, parce qu'on habite dans un endroit très très reculé, qu'on a besoin d'être en 4x4 tout le temps et que les voitures souffrent beaucoup. Et c'est vraiment ça le gros point négatif de la vie là-bas, je trouve. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de la météo, que c'était un sujet qui revenait souvent. C'est quoi les conditions météorologiques en Zambie ? On a 2 saisons, en fait. On a la saison des pluies, de décembre, on va dire, à mai, et ensuite la saison sèche. Et la saison des pluies, nous, on habite dans un camp qui est entouré par des plaines inondées. Donc, en fait, pendant la saison des pluies, le camp est plus du tout accessible, sauf en pirogue, en canoë traditionnel. Donc je l'ai fait une fois, une année. Je rigole, parce qu'en fait, c'est fou. Ouais, je l'ai fait 1 an et je le referai plus jamais. C'est parce que là, pour le coup, c'est vraiment de la survie et ça a pas d'intérêt. Enfin, Donc parce que là, du coup, tu prenais la pirogue pour rentrer, en fait. Ouais. C'était vraiment compliqué comme vie. Donc là, t'es mouillée tout le temps. Il y a une espèce d'hygrométrie un peu insupportable. Ouais, il y a des moustiques. Et puis le fait de ne pas pouvoir avoir de voiture, c'est très contraignant, c'est très limitant aussi dans les actions de l'association. Donc en fait, donc ça c'était en 2017 quand j'ai tenté, je voulais quand même le faire au moins une fois pour savoir les difficultés du terrain. Et après ça, maintenant, nos équipes internationales, donc que ce soit moi ou d'autres chargés de projet, maintenant on rentre en France ou dans nos pays respectifs pendant la saison des pluies. Donc pendant les quelques mois qui ne sont pas trop praticables, quoi. Voilà. Et les projets sont repris par le staff local. D'accord. Et en fait, c'est un rythme qui est pas mal parce que ça nous permet de voir à quel point les projets sont viables et durables sans nous aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même de découragement où tu as failli baisser les bras ? Ouais, en 2017, à ce moment-là. C'était trop difficile. Ouais, c'était trop dur. Et en plus, j'avais pas réussi à lever beaucoup de fonds. Parce que voilà, il y avait eu cette rupture aussi, j'étais repartie toute seule et j'avais pas beaucoup de fonds parce que c'est difficile quand on se lance dans le milieu associatif parce que pour trouver des bailleurs ou trouver des personnes qui nous font confiance, en général les gens demandent quand même un caution, quoi. Voilà, c'est ça, ou un premier abord. Donc soit on te dit t'es trop jeune, soit on te dit ton projet est trop jeune, qu'est-ce que t'as fait avant, soit on te dit je veux bien mettre de l'argent mais est-ce que quelqu'un d'autre a investi aussi ? Et personne n'ose se lancer, en fait. On n'ose être le premier, en fait. Ouais, c'est ça.
Et donc, on se trouve un peu dépourvu. Et donc, je me suis dit, tant pis, je pars quand même, je le fais quand même. Et là, fin 2017, j'ai cru que l'aventure allait s'arrêter. Et quand tu racontes ça à tes proches, je pense à ta famille, à tes parents par exemple, c'est quoi leur réaction ? En fait, j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et ils m'ont toujours soutenue. Mais depuis que je suis toute petite, donc j'ai beaucoup de chance. J'ai jamais eu... Mon père, il disait toujours... quand les gens disaient « tu dois être fière que ta fille soit vétérinaire », il répondait toujours « non, je suis fière que ma fille fasse ce qu'elle aime ». Et donc, en fait, j'ai 2 parents et toute ma famille qui m'ont toujours soutenue dans ce projet-là. Ils sont tous venus sur le terrain. Ils sont venus voir, constater. Ouais, ils sont tous venus. Alors, ma maman, elle est venue dès le début. Quand j'ai dit « je vais m'installer en Zambie ». Vérifier la conformité de la hutte pour sa fille. Quand j'ai dit « je vais m'installer en Zambie », elle a dit « ok, attends, je viens voir si c'est safe ». Elle a rencontré le chef, elle a dit « vous en prendrez soin comme votre fille », elle a dit oui, donc voilà. Et j'ai toujours été soutenue, et après même dans la démarche associative aussi, personne m'a demandé il faudrait plutôt que tu ouvres un cabinet pour mieux gagner ta vie. Donc ça, c'est une réelle chance. Et sans cet entourage-là, j'aurais jamais pu monter le projet que j'ai fait. D'accord. Alors, il y a une autre question. Tout à l'heure, tu as parlé qu'en Inde, tu avais été confrontée aux difficultés concernant les femmes. Est-ce que tu as vu des choses similaires en Zambie ou est-ce que tu as pu être confrontée à des situations de misère compliquées ? Oui, c'est un pays qui est sous-développé, donc la misère, on la voit, mais je trouve qu'elle est plus abordable en milieu rural qu'en milieu urbain. D'accord. Parce qu'en milieu rural, on a quand même une solidarité. Donc, si tout le monde va souffrir, par exemple, d'un épisode de sécheresse et donc du coup de peu de maïs pour se nourrir, on va pas laisser les gens mourir de faim, nos voisins mourir de faim en fait. Donc il y a vraiment ce sens de la communauté qu'on trouve pas en ville, je trouve, où en fait on peut avoir des personnes sans abri, des personnes qui sont allongées sur le sol, avec des gens qui passent à côté d'eux sans même leur lancer un regard. Donc je trouve que la misère en tout cas la pauvreté rurale, elle est plus facile à aborder que la pauvreté urbaine. Et il y a une notion aussi qu'on sent très forte chez toi, environnementale, dans ce projet. Tu as parlé tout à l'heure de sobriété, mais quand on a préparé l'entretien, tu m'as parlé d'impact le plus positif possible et d'essayer d'écrire une façon de vivre plus juste et plus respectueuse de l'environnement. C'est comme ça que tu as formulé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette valence environnementale du projet ? Oui, alors en fait, ça découle un petit peu de l'initiative Une santé pour tous qu'on nous apprend à l'école Veto, qui dit que la santé des animaux et la santé des humains sont interdépendantes et liées à la santé d'un environnement. C'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui avec le Covid et voilà. Mais nous, on nous avait déjà appris un petit peu ça à l'école Veto et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué et du coup qui marque aussi tous les projets de l'association, quoi. C'est de se dire que on peut pas prendre soin soit de l'environnement, soit des animaux, soit de l'homme. En fait, pour moi, ça va de pair. Et donc, il faut toujours qu'il y ait ces 3 valences là qui soient mis en avant en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas abordés sur cette partie de ta vie en Zambie ou d'autres anecdotes que tu as envie de raconter ? Des anecdotes, j'en ai plein. Je crois qu'on pourrait écrire un bouquin. Mais en tout cas, par rapport au projet en soi, tu vois, ça a commencé par un projet vétérinaire parce que c'était mon cœur de métier. Et en fait, maintenant, c'est une association qui fait beaucoup plus. En fait, on a développé les actions, on a développé les bénéficiaires. On travaille aussi avec des femmes, on les forme à l'apiculture, on travaille dans les écoles à faire des cours de conservation et de préservation de l'environnement. Et l'aventure, elle est chouette aussi pour ça, quoi, parce qu'on est parti d'un truc vétérinaire et puis maintenant, on a des actions de développement en milieu rural qui sont beaucoup plus larges, quoi. Et est-ce qu'il y a des petites choses au quotidien qui te font te dire que pour rien au monde, tu aurais fait autre chose ? Mais non, en fait, je réfléchis souvent à ça parce que on pose souvent la question pourquoi la Zambie ? Et en fait, je pense que c'est la vie nous propose des opportunités et après, je vais pas dire que c'était une chance parce que ça a quand même été une opportunité. Il a fallu la saisir, il a fallu se dire allez, ok, j'y vais. Et donc tout n'est pas lié à la chance, mais je vois vraiment ça comme une opportunité. C'était pas du tout prévu. J'avais pas prévu si on m'avait demandé il y a 10 ans quelle serait ta vie, c'était pas ça qui était écrit, quoi.
Non, mais est-ce qu'il y a des petites choses qui te font dire, j'aime tellement ça en fait, des petites choses dans ton quotidien qui te font dire, c'est génial, là où je suis arrivée, ça me plaît, ça me convient. Ce qui me convient, c'est vraiment la valence humaine. C'est vraiment le côté social. De se dire que tu te sens utile en fait. On se sent utile, que par nos compétences vétérinaires, on peut apporter quelque chose. Je me sens pas très à l'aise dans le modèle de certaines cliniques vétérinaires en France. Je pourrais pas revenir dans ce modèle-là. Et donc, c'est ça qui me pousse encore tous les jours à me dire j'ai fait le bon choix. Alors aujourd'hui, tu es de nouveau avec quelqu'un, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, tu attends un bébé. Tu étais en Zambie. Alors comment ça s'est passé cette rencontre et comment... c'est une relation à distance, c'est ce que tu m'as dit en préparant l'entretien. Comment ça s'est passé ? J'ai rencontré mon conjoint actuel lors d'un de mes retours en France. J'avais un mariage, donc voilà, classique. Classique. Et on s'est rencontrés là et ça a tout de suite bien matché. Mais après, c'était un peu compliqué parce que lui était à Lille et moi, je suis repartie en Zambie. Donc, il y a eu un petit moment de flottement. Et puis, en fait, on s'est dit que non, ça valait le coup de tenter l'aventure. Donc, on a quand même fait 3 ans à distance. Et tu revenais tous les combien ? Pendant la saison des pluies, donc quand même 5 mois par an. Ouais. Donc là, on faisait 5 mois à 2. Et après, il venait toujours au moins 1 fois par an aussi en Zambie. Donc on arrivait à se voir tous les 3 mois. D'accord. Et pendant justement ces 5 mois où tu rentrais chaque année, sur quoi tu travaillais du coup ? Donc à temps plein sur l'asso, toujours, mais sur le côté administratif. Tu regroupais toute la partie administrative à ce moment-là. Voilà, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est levée de fonds pour l'association, tout ce qui est gestion de projet. On faisait le bilan des projets de l'année d'avant et puis ce qu'on allait faire pour l'année d'après. D'accord, donc administratif plus ton copain. Ouais, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on l'a dit, tu es enceinte, donc félicitations d'abord. Alors, c'est un aboutissement heureux, mais tu m'expliquais que le parcours n'a pas été facile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors on a voulu avoir un enfant il y a 2 ans. Et à ce moment-là, donc tu es en Zambie, comment tu te projettes dans un projet de maternité ? Moi, j'ai toujours été très très intuitive. Donc en fait, je sentais que je voulais pas d'enfant avant ça. Donc c'est vraiment la rencontre avec ce conjoint-là qui m'a fait changer d'avis. Et j'ai eu envie d'avoir un enfant et je me suis dit... Ça va le faire, on trouvera une solution en fait, parce que j'ai déjà trouvé des solutions pour d'autres choses et donc j'ai vraiment une confiance en la vie, je pense, assez incroyable. Peut-être ce rapport aussi proche de la nature que tu cultivais depuis quelques années ? Ouais, c'est sûr, possible, mais du coup, en fait, toutes ces questions logistiques, ça m'atteignait pas trop. Je me disais... puis en plus, je pensais que ça allait être facile. Donc en fait, je me disais, je vais tomber enceinte et puis je vais faire ma grossesse dans la brousse. S'il faut que j'accouche dans la brousse, j'accoucherai dans la brousse. Enfin, ça me faisait pas... ça te faisait pas peur. Non, j'avais envie que mon petit il ait des vibes africaines. Parce que ça fait partie de moi quand même. Donc accoucher naturellement, toutes ces choses qui reviennent un petit peu en Europe, mais qui en fait là-bas, je pense, sont monnaie courante. Ouais, c'est ça. En plus, on peut s'inspirer aussi de ce que les femmes font là-bas, parce que l'éducation des enfants est complètement différente. Donc il y a un juste milieu, bien évidemment. Mais bon, on se rend compte que les enfants sont quand même assez indépendants là-bas. Ils savent faire beaucoup de choses, qu'on n'est peut-être pas tout le temps obligé de les coucouner comme on le fait aujourd'hui. Voilà, ça m'a inspiré aussi, cette façon d'éduquer les enfants. Donc tu te lances dans ce projet de maternité avec sérénité finalement au départ. Oui, en me disant, comme en plus j'étais quelqu'un, je me disais ça va se faire naturellement. Il n'y a rien de plus naturel que de donner la vie. Et donc pour moi, ça n'allait pas être un processus médicalisé du tout. Et finalement, ça devient un processus médicalisé à quel moment ? Donc je tombe enceinte très facilement et en fait j'ai fait une première fausse couche dans la brousse à 2 mois et demi. Ouais, à 2 mois et demi. Et donc j'ai commencé à perdre du sang et donc je suis partie à l'hôpital à Lusaka et j'ai fait ma fausse couche à Lusaka. Voilà, après je rentre en France et on me dit que ça arrive, que c'est sûrement que le bébé n'était pas fait pour vivre et que c'est mieux comme ça parce que la nature fait bien les choses. Et donc bon, ça c'est quand même une première claque quand on pense que tout va bien se passer. Et tu gères ça toute seule en Zambie au moment où ça se passe, t'es toute seule Ouais. Oui, dans la brousse.
T'en gardes une expérience un peu traumatisante ou t'arrives à passer au-dessus de ce truc-là? Bah, quand c'était dans la brousse, au début, ça allait parce que, on regarde sur Google et puis on se dit, des petites pertes de sang, c'est pas grave, ça arrive, on nous dit que ça arrive. Et c'est en arrivant à Lusaka que j'ai vraiment fait la fausse couche. Et donc ça a été dur parce que c'était de nuit et j'étais toute seule. Et donc j'ai dû aller à l'hôpital toute seule. Et donc ça a été, ça a été pas évident. Et après, je suis rentrée en France. Et donc là, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas fallu faire de curetage. Il n'y avait pas de conséquences. Ça s'est évacué correctement, naturellement. Ouais, voilà. Et donc, on m'a dit, on peut recommencer. Donc, on a recommencé. Et là, je repars en Zambie. Parce que, pareil, indication des médecins, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça arrive. C'est une femme sur 4, quand même. Ouais, je crois que c'est presque une femme sur 4 ou sur 5. Ouais, c'est ça. Donc, on n'en parle quand même pas beaucoup de nos jours. C'est vrai. Donc, c'est aussi pour ça qu'on tombe des nues quand ça nous arrive. Mais donc, on me dit, ça arrive. C'est une femme sur 4, sur 5. On repart, on refait. Ça n'a rien à voir avec ton mode de vie, donc tu peux repartir. Parce que ça te vient à l'esprit, ça, que ça pourrait avoir un rapport avec ton mode de vie? Moi, non, mais l'entourage, oui. Donc, c'est des remarques, c'est quelque chose que du coup tu reçois comment? Ouais, c'est ça, c'est des remarques, c'est un peu de pression sociale de dire c'est quand même pas, tu vas quand même pas avoir un enfant dans la brousse, c'est quand même pas un endroit pour peut-être que tu as mangé quelque chose qu'il fallait pas, bu quelque chose qu'il fallait pas, peut-être que. Mais moi, pour moi, ça n'avait rien à voir. Oui, d'accord, parce qu'effectivement, sur la partie, il y a énormément d'injonctions sur les femmes enceintes aujourd'hui, sur ce qu'elles ont le droit de manger, de pas manger. Toi, tu gères ça comment? Ou je suppose qu'en Afrique, le niveau sanitaire dans la brousse n'est pas le même qu'à Lille. Comment tu gères ça? Bon, après, de toute façon, on n'a pas de produits laitiers, pas de charcuterie, pas de frigo. Donc, en fait, je mangeais du riz et je faisais attention. Et en plus, je suis toxopositive. Donc, voilà, il n'y avait pas. Et puis, je buvais de l'eau minérale au lieu de boire de l'eau du camp. Oui, donc il n'y avait pas grand risque finalement. Non, et puis nous, en étant vétérinaire, on est quand même vachement conscient de ces enjeux-là, quoi. Donc, on fait attention. Je faisais plus d'autopsie, je faisais attention, parce qu'on a aussi des maladies infectieuses en Zambie qu'on n'a pas en France, type la brucellose. Donc, je faisais attention à tout ça. Et de toute façon, après, j'ai fait des prises de sang et c'était pas ça. Mais dans la tête des gens, il y a toujours cette pression sociale c'est la façon dont tu as fait les choses qui vont pas, quoi. Oui. Faire un enfant, c'est pas anodin. Dans la brousse, c'est pas adapté. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre les deux, quoi. Voilà. Et du coup, je repars en Zambie, enceinte, une deuxième fois. Je retombe enceinte très rapidement. Et je refais mon premier trimestre. Tout se passe bien. Moi, j'ai des premiers trimestres horribles. Donc, vomissements, fatigue intense, nausées toute la journée, blablabla. Bienvenue au club. Ouais, voilà, super. Donc, déjà, c'est un enfer, faut le dire pour toutes les femmes. Et en plus, au fond de la brousse, quand on n'a pas de confort, quand on peut pas manger la nourriture qu'on veut, ça aide pas. Mais bon, ça passe. Je fais le premier trimestre et j'avais mon écho à Lusaka, donc à la capitale du premier trimestre, des 3 mois, juste avant de rentrer en France. D'accord. Et là, je fais l'écho et on me dit le cœur du bébé ne bat pas. Il s'est arrêté il y a 4 jours. Oh. Là, c'est considéré comme tardif, comme c'est quand même tardif, ouais. Moi, c'est jusqu'à 14 semaines, les fausses couches précoces. Donc là, j'étais à 12 semaines. Oui, d'accord, t'étais un peu à la limite. Ouais. Et là, c'était la plus dure, je crois. Ouais, là, c'est très dur. T'es toute seule, en plus, à ce moment-là. Ouais. Ouais, je suis toute seule parce que j'y croyais pas. Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez optimiste et j'ai toujours beaucoup d'espoir pour tout. Et donc, je m'étais dit, il faut pas se stresser, ça va être bien. Et puis, tout mon premier trimestre s'était bien passé. Puis c'est une écho classique, t'as rendez-vous, tu t'attends pas du tout à ce type de résultat, quoi. J'avais fait une écho avant de partir en Zambie, tout allait bien. Et là, quand on voit le bébé et que le cœur bat pas, là, le monde s'effondre, en fait. Bien sûr. Et t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Tu réfléchis comment à ce qui vient de se passer? J'appelle ma mère, j'appelle mon conjoint et puis je dis c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. J'y croyais pas, en fait. Même c'est rigolo parce que même en étant hyper scientifique, hyper cartésienne, j'ai redemandé à faire une écho le lendemain. Et je dis faut que je sois sûre. T'avais besoin d'être sûre. Ouais, j'avais besoin d'être sûre. C'était pas possible de commencer une procédure d'évacuation sans être sûre.
Donc après, bon, ça a été confirmé et donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire de manière médicamenteuse. Après, chacun son choix. Il y a des femmes qui préfèrent les curetages et être accompagnées à l'hôpital. Moi, je voulais le moins d'intervention possible. Donc j'ai demandé à faire ça de manière médicamenteuse, avec confirmation de mon gynécologue en France, parce qu'en France, normalement, à partir de 9 semaines, oui, ça peut plus être médicamenté, oui. Mais il a dit, OK, on essaye. Donc voilà, ça s'est passé à Lusaka. Et je devais reprendre mon avion pour la France. Donc cette évacuation médicamenteuse, elle se fait en milieu médical? Non, à domicile. À domicile, donc chez toi? Ouais. Seul chez toi? Chez des amis, parce que moi, j'avais pas de maison à la capitale. Oui, oui, d'accord, dans la capitale, donc chez des amis. Chez des amis, quand même, faut quand même être proche de l'hôpital. Oui, il y a une hémorragie. Bien sûr. C'était pour ça que je te posais la question. Ouais. Donc chez des amis. Et après, je retourne une semaine après chez le gynéco pour faire une écho de contrôle. Et en fait, il y avait encore des caillots, il y avait encore des débris. Et moi, je devais rentrer en France. Parce qu'en parallèle de ça, le père de mon conjoint était très malade d'un cancer. Donc, on a un peu cumulé. Effectivement. Et donc, je devais rentrer en France. Et je suis rentrée en France contre avis médical. Parce que le médecin avait peur que je fasse une hémorragie dans l'avion. Dans l'avion, d'accord. Ouais. Parce que c'était combien de temps après? C'était une grosse semaine après. Et lui, il préférait faire un curetage pour retirer ce qui restait. Et moi, j'ai pas voulu. Et donc, je suis rentrée en France comme ça. Avec un stress particulier dans l'avion ou t'as réussi à passer au-dessus? Non, j'étais confiante aussi. Non, j'étais confiante. Je me suis dit, je trouve que c'est très difficile, hein, mais je trouve qu'il faut suivre ses instincts féminins, enfin essayer au plus possible. Parce que moi, là-bas, c'était un gynécologue qui était un homme, qui était très bien, hein, très compétent, mais voilà, il voyait que le côté médical des choses. Mais il y a aussi un côté psychologique qui est énorme. Et moi, j'avais besoin de rentrer en France, j'avais besoin d'être entourée. Ouais. S'il fallait vraiment faire un curetage, c'était en France que je voulais le faire, et pas avec lui toute seule. Donc voilà, tout ça, c'était pas pris en compte. Donc c'était important de s'écouter. Donc tu rentres en France. Je rentre en France. Donc là, j'ai pas besoin d'un curetage. En fait, au final, avec les règles d'après, tout s'évacue et tout rentre dans l'ordre. On nous dit que tout va bien, que c'est qu'une deuxième fausse couche, que ça arrive. Les chances sont moins importantes, mais enfin les risques sont moins importants. Une chance sur 4 que multiplier une chance sur 4. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais que ça n'a rien à voir, qu'on peut pas faire de corrélation entre les deux. Il n'y a pas d'investigation particulière lorsqu'on a fait 2 fausses couches Pas 2 fausses couches, ouais, non. Okay. C'est à partir de 3 en France. D'accord, ok. Donc, on passe au-dessus. Là, on a pris plus de temps. Moi, il me fallait plus de temps. Autant entre la première et la deuxième, on a vite réenchaîné parce qu'il y avait vraiment cette envie de fonder une famille. Mais là, en plus, avec la maladie de mon beau-père, il y avait trop de choses. Et donc, on a pris émotionnellement, tu avais besoin de temps. Ouais, il fallait se reconstruire en fait. Et donc là, j'ai mis en place des projets à distance avec la Zambie. J'ai mis en place des chargés de projet pour faire mon boulot. J'ai recruté des vétérinaires pour m'aider et je me suis dit ma priorité, ça va être de fonder une famille, d'y arriver et donc je vais rester en France. Donc là, c'est quand on a été en contact avec ton annonce ou on est à peu près quand dans le temps? Non, ça c'était encore avant. Ça c'était il y a 1 an et demi, je pense. 1 an. Et donc là, je me dis, je reste en France. Comme ça, on retente et puis on verra si c'est vraiment la Zambie, si c'est pas compatible avec mon mode de vie en Zambie, parce que je fais quand même aussi beaucoup de voitures, de 4x4, de voitures de brousse. Donc ça revient dans un coin de ta tête, en fait. Ouais. En fait, il y a un moment où on met tout en œuvre pour que ça marche. Bien sûr. Et donc, comme ça marchait pas 2 fois en Zambie, je me suis dit, il faut tenter en France. Donc finalement, à ce moment-là, tu revois un peu ta liste de priorités et tu ajustes à distance, enfin tu t'ajustes professionnellement et tu fais des choses plutôt à distance. Voilà, exactement. Je fais de la gestion, je commence à faire de la gestion de projet à distance. Et je retombe enceinte. Et là, je fais tout ce que les médecins me disent. Donc, en fait, il n'y avait pas d'investigation, mais il y avait quand même de la progestérone à prendre, de l'aspirine, donc ça devient beaucoup plus médicalisé. On fait des échos plus souvent pour être sûr que le bébé va bien.
Donc c'était quelque chose dans lequel moi je me sentais pas du tout à l'aise, mais il fallait le faire. Donc bon, quand on n'a pas le choix, on le fait. Oui, tu aurais voulu vivre une grossesse naturellement, le plus naturellement possible. Ouais. Mais ça, il y a un moment où je m'étais résolue. Donc, Oui, bien sûr. du coup, je me suis dit, ok, on met toutes ces chances de son côté. Et là, j'ai refait une fausse couche à 9 semaines. Donc, la troisième. La troisième qui te fait basculer du côté pathologique, en fait, en France. C'est à partir de ce moment-là où tu fais partie des femmes qui font des fausses couches spontanées précoces à répétition, FCSEP, ou je sais pas quoi. Il y a même un acronyme. Ouais, voilà, exactement. Et donc là, on lance une batterie de tests. Et est-ce que tu es soulagée de te dire que c'est pas ton mode de vie en Zambie le problème, ou est-ce que finalement c'est tellement difficile à vivre que ça vient même pas dans ta tête? Non, à ce moment-là, ça vient pas. Ça vient pas parce que, en fait, je voulais juste que ça réussisse. Mais je sais pas, cette grossesse-là, j'étais hyper stressée. En fait, c'est difficile de voir le bon côté des choses. Enfin, d'avoir, pour le coup, là, d'avoir de l'espoir parce qu'on a juste connu de la souffrance. À ce moment-là, ça fait 1 an et demi de souffrance liée au fait d'être enceinte et il n'y a pas eu de bonheur. Enfin, pas eu de concrétisation ouais. de ce projet. Donc non, à ce moment-là, là c'était un peu c'était le moment pas facile. Et je faisais plus de parallèle par rapport à ma vie en Afrique ou autre. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de t'es quelqu'un qui a été toujours au bout, qui a eu son concours, qui a réussi dans ce qui te faisait plaisir et ce que tu avais envie de faire, et où là tu te retrouvais dans une situation à te dire bah ça j'y arrive pas, ou est-ce que pareil ça c'était loin de tes considérations? Ah si, ça a été mon premier échec de toute ma vie. C'est marrant parce que Clémence B, dans l'épisode que j'ai enregistré avec elle, dit la même chose. Donc c'est quelque chose qui est logique, mais c'est encore quelque chose qui vient se surajouter au drame. Enfin, ça rajoute du drame au drame, en fait, je suppose. Bah, c'est en fait, à partir du moment où il y a une autre vie que la nôtre, bah, on ne maîtrise pas tout. Donc, même si jusqu'à cette époque-là, jusqu'à ce moment-là, on a envie de tout maîtriser dans notre vie et qu'on a ce caractère-là, parce que Clémence et moi, on a ce caractère-là, de vouloir maîtriser les choses, et ben là, c'est plus de notre sort. Et lâcher prise par rapport à ça, c'est très difficile. Oui, je comprends. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que le plan Orsec est déclenché en France pour investiguer cette problématique de fausse couche? Bah déjà, la troisième, j'ai eu de la chance parce que remédicamenteuse et pas de curetage. Donc, faut le voir comme ça aussi. J'ai quand même eu de la chance par rapport à tout ça. C'est qu'à chaque fois, mon utérus s'en est bien remis. Et après, plan Orsec, donc 3 mois de tests. Donc là, c'est une batterie de tests pour la femme et pour l'homme et tout ça. Et là, tout revient négatif. Donc, tout est bon. Tout est bon, il n'y a rien qui explique. Non. Et ça, c'est difficile. Tu aurais voulu qu'il y ait quelque chose ou finalement tu es soulagée parce qu'au moins, il n'y a pas de choses graves? Non, j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose de... Pas grave. Ouais, pas grave. C'est ça. Avoir une réponse, mais que ce soit pas... Ça ne mette pas en péril votre projet, quoi. Ouais, me dire c'est un manque de vitamines, on va te complémenter et puis c'est bon, quoi. Donc, tu es assez démunie finalement face à cette réponse de la médecine. Ouais, complètement. Et voilà, et on voit plusieurs médecins, parce que c'est toujours bien d'avoir différents sons de cloche. Et puis tout le monde nous dit non, bah voilà, on dit pas qu'il n'y a pas de réponse, on dit juste que la science actuellement n'en a pas. Donc s'il y a des protocoles, des essais cliniques, on vous tiendra au courant, mais sinon il faut réessayer encore et encore. Et là, tu es dans quel état d'esprit quand on te dit ça? Je me dis d'accord, de toute façon, on n'a pas d'autre choix en fait, pas d'autre choix. Quand on n'a pas d'autre option, donc on dit d'accord et on réessaye. Donc ils ne proposent pas à ce moment-là un parcours de PMA Non, parce qu'en fait ça dépend de chaque femme, mais moi comme je tombe enceinte facilement ça sert à rien, et qu'il s'implante, on ne sait juste pas pourquoi, entre 9 et 12 semaines, 9 et 13, le cœur s'arrête de battre. Et donc ça, la PMA n'y peut rien. Il peut rien, oui. Donc du coup, c'était ça qui était un peu difficile aussi, c'est de se dire, là, on n'a plus d'options, en fait. Donc soit ça marche pas. Oui. Et là, le côté psychologique, il est hyper important parce que on te dit de lâcher prise, mais toi, tu penses qu'à ça? Oui, bien sûr. Et après, du coup, il y a tout... Ce qui devient difficile, c'est de voir les autres, les amies enceintes. Donc du coup, c'est des moments où tu as du mal à trouver du bonheur, quoi.
Ouais, et en plus, tu es loin finalement de ce qui t'anime avec ton association, donc tu te retrouves en France. Et ça, comment tu le vis d'être à distance, déjà avec un quotidien qui n'est pas très chouette du point de vue des fausses couches? Bon, je me dis que c'est la vie, vraiment, et que en fait, la vie, ça va être depuis notre sortie d'école. En fait, je me suis rendu compte que l'école, c'était vraiment une bulle dans laquelle on a été très, très, très privilégiés, et que quand on sort de l'école, en fait, on se rend compte que la vie, c'est compliqué, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, que ce soit de manière professionnelle ou de manière personnelle, et que, en fait, quand les vagues arrivent, il faut les prendre. Il faut les surfer et puis après ça ira mieux, quoi. Mais il faut pas commencer à parler d'injustice ou quoi que ce soit, parce que sinon c'est des sentiments comme de la colère qui arrivent, et en fait il faut se dire, en fait mon expérience en Afrique, elle m'aidait à relativiser quand même, parce que je me disais mais il y a des gens qui vivent bien pire que moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À chaque fois, je gardais ça dans un coin de ma tête, quoi, en me disant bon bah oui, ok, c'est compliqué, oui, en ce moment on en a marre et c'est dur. Mais on est privilégié quand même. Ouais. Rien que dans cet accompagnement par les médecins, on a été privilégiés, par mon entourage. Je restais en bonne santé quand même, mon conjoint aussi. Donc, ça, en fait, ça permet de garder la tête hors de l'eau quand même. Ouais, de relativiser. Chez toi, le ça va aller, c'est vraiment, tu le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment très fort en fait. Ouais. Tu crois en la vie. Ouais. Tout en sachant que voilà, il y aura des moments plus difficiles que d'autres. Ouais, mais faut les passer. Et alors, ce petit bébé qui est là depuis 5 mois, comment ça arrive ? Bah, du coup, tout naturellement. Je suis retombée enceinte et je suis repartie en Zambie, parce que les médecins m'avaient dit que je pouvais. Et surtout, j'ai eu la chance incroyable d'avoir mon conjoint qui m'a jamais culpabilisée, qui m'a toujours suivie. Et quand, pour la 4e fois, pour la 4e fois, c'est ça, je décide de repartir en Zambie. Bon, la 3e, j'étais pas partie, mais... Pour la 4e fois où je tombe enceinte, je lui dis j'ai un voyage de prévu en Zambie. Il m'a dit oui, les médecins ont dit oui, donc vas-y. C'est tout ce que tu dois faire, c'est pas stresser, et tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. T'as toujours bien fait les choses en fait. C'est pas de chance, on sait pas ce qui se passe, mais c'est pas de ta faute. Et donc ça aide énormément. Et donc je suis partie en Zambie, j'ai fait mon premier trimestre en Zambie. Et là, je suis revenue pour faire l'écho en France. Parce que j'ai dit, je fais plus une écho toute seule. Ouais, c'était trop dur. Donc j'ai dit, je veux plus aller à l'hôpital en Zambie, je veux plus faire d'écho en Zambie. Et ce premier trimestre en Zambie, tu le vis sereinement? T'arrives à le vivre sereinement et à pas être psycho de tout et n'importe quoi? En fait, c'était un enfer. En plus, c'était une des pires fois, je pense, en termes de vomissements, nausées. Donc, puis j'ai eu plein de problèmes logistiques par rapport au projet, rien de grave, mais... Donc ça a été un séjour très très difficile. Et tes collaborateurs, tu leur avais dit là-bas que tu étais enceinte, ou tu as gardé ça pour toi pour pas avoir à raconter si jamais ça tournait mal? Je voulais pas le dire, mais en fait c'était impossible. Ouais. C'était impossible. Je vomissais toute la journée, donc ça se voyait, quoi. Moi, tous mes collègues l'ont toujours su à peu près à 5 semaines. Hein, donc je comprends ce que tu veux dire. C'est parfois hyper dur à cacher. Ouais, et puis c'est vraiment... après, ça, c'est un autre débat, quoi. Mais le tabou des 3 mois, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que... je sais pas, c'est le moment où je trouve où la femme a vraiment besoin d'être entourée, et puis de devoir le cacher comme ça, pourquoi? Et tes collègues là-bas, ils étaient au courant de tout ce parcours, et est-ce qu'ils t'ont entouré justement professionnellement? Ils ont essayé de te soulager? Pas tous, non, parce que culturellement parlant, il y a une grosse différence, et en fait ça reste une société très patriarcale quand même, et donc en fait des sujets féminins comme ça, on n'en parle pas. Donc j'en parlais avec une assistante qui est une femme, mais qui m'a elle-même dit n'en parle pas aux hommes, quoi. Ouais, c'est des histoires de femmes, ça n'a rien à faire dans le contexte professionnel. C'est ça. Ne dis pas que t'es enceinte, tu le diras, on le verra quand t'auras un ventre qui s'arrondira, mais là-bas on l'annonce pas comme ça, quoi. D'accord, c'est très différent. Donc, et ça, tu le gères bien, le fait de pas trop pouvoir en parler? Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure de ces fausses couches, c'est devenu un sujet personnel avec mon conjoint. J'avais envie au bout de la 3e, je l'ai dit à tout le monde.
j'ai dit à tout le monde parce que j'avais besoin d'être entourée par mes amis, donc voilà. Mais la 4e fois où je suis tombée enceinte, là je me suis dit ok, c'est un truc entre mon conjoint et moi, j'ai envie que ça reste privé, et donc ça m'allait de gérer ça toute seule en fait. Et puis après je suis rentrée, j'ai fait mon écho en France et il y avait un cœur qui battait. Et il y avait un cœur qui battait. Je l'ai pas regardé, mais il y avait un cœur qui battait. C'était difficile de regarder. Ouais, c'était. Et j'étais pas toute seule en fait, et ça fait la différence. En fait, c'est quand même un parcours de couple, quoi. Bien sûr. Les femmes, on assume beaucoup, mais je trouve que le couple là-dedans, c'est hyper important. Non, ça c'est chouette. Et c'était il y a combien de temps? Là, ça fait du coup, il y a 2 mois, début septembre. Ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, là, t'en es où du projet Made Indica? Donc à distance, il est pas prévu que tu repartes en Zambie avant la fin de ta grossesse? Non, je devais repartir là ce mois-ci, mais les gynécos m'ont dit ce serait bien que tu restes en France. Et, jusqu'à la fin du coup. Jusqu'à la fin, il te reste 6 mois, donc ce serait bien que tu les tiennes. Et je suis complètement d'accord. Donc, du coup, ça te frustre pas plus que ça? Il y a plein de beaux projets en ce moment qu'on met en place, et donc j'aurais donc à distance, tu continues à ouais. gérer. Ok. Donc j'aurais aimé être sur place, mais en fait non, parce que je suis trop contente d'être ici et de vivre ma grossesse avec mon conjoint. Donc c'était la bonne décision. Et tu as une grossesse qui n'est pas trop médicalisée ou qui est beaucoup plus médicalisée qu'une femme qui n'a pas vécu ses fausses couches? Non, complètement normale. Donc finalement, tu es dans quelque chose qui te semble un peu plus souhaitable. Après, c'était un souhait parce que la gynéco nous a proposé de nous suivre plus, de faire plus d'écho, mais en fait... moi, je trouve que t'en ressens pas le besoin? Non, c'est plus stressant qu'autre chose, parce qu'on va te dire aujourd'hui le cœur bat, puis comme avec mon expérience de le cœur battait il y a 4 jours et il bat plus aujourd'hui, je me suis dit en fait je pourrais faire des échos tous les jours, quoi. Donc, oui, bien sûr. Donc il faut vraiment lâcher prise, et c'est vraiment le plus difficile dans cet exercice, c'est de se dire non. On me dit que c'est normal, on me dit que c'est une grossesse normale. C'est plus une grossesse à risque parce que j'ai passé ce cap des 3 mois. Donc maintenant, je vais faire un contrôle tous les 2 mois comme tout le monde, et il faut se remettre dans cette démarche-là. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour toute cette fin de grossesse, en espérant que tu n'auras pas trop de désagréments. Merci. On va revenir un tout petit peu sur Made Indica. Il y a pas mal de consoeurs et de confrères qui vont écouter cet épisode. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils le souhaitent pour aider Made Indica? Donc, je ne sais pas si c'est des dons de financiers ou de matériel, et comment ils peuvent procéder. Oui, il y a les deux options. En tant que vétérinaire, donc soit à titre personnel, on peut faire un don de particulier et qui est défiscalisé, mais sinon à titre d'entreprise aussi, c'est des dons qui sont défiscalisés. Et après, pour le milieu vétérinaire proprement parlé, on peut faire du don de matériel. Alors, je ne prends pas de médicaments, parce que le but, c'est aussi que ce soit un projet qui soit autonome et qui soit durable. Et donc, on se fournit uniquement sur place, à la capitale. Mais en revanche, du matériel, des stétos de rural, des thermomètres, des blouses, des bottes qu'on n'utilise plus, des burdizio, enfin voilà, du matos de rural qu'on n'utilise plus. Ça, c'est toujours des chouettes cadeaux à ramener, parce que c'est des choses qu'on va acheter à Lusaka, mais qui seront déjà souvent de moins bonne qualité, et de toute façon qui sont importées, et c'est des coûts pour l'association qu'on pourrait s'éviter s'il y avait un peu de solidarité dans le milieu vétérinaire. Ce serait chouette. Et comment ils peuvent te contacter pour ça? Par le site. Sur le site, il y a une adresse mail. On mettra le lien dans les commentaires du coup. Ou sur les réseaux sociaux aussi. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures du coup? Sur Facebook, sur Instagram, et par le biais du site, il y a une inscription à la newsletter. On fait mais c'est une newsletter par an, mais au moins ça permet ça permet de suivre un petit peu tous les projets. Ok, donc on mettra le lien vers la newsletter. Les réseaux sociaux, c'est Association Made Indica, le nom c'est quoi? Made Indica. Made Indica. Made Indica, et sur Instagram c'est Made Indica Zambia. Ok, parfait, on mettra les liens. Alors pour la fin de cette interview, tu as dit que tu étais une férue de nature, je pense que tout le monde a bien compris. Et tu me disais en préparant cet épisode que tu t'es formée à la gestion forestière en France, dans le bois familial que tu as évoqué en tout début d'entretien, et que tu viens de commencer à te former en herboristerie et en phytothérapie pour pouvoir faire de la cueillette sauvage et en apprendre plus sur les plantes sauvages culinaires et médicinales.
On revient un peu à Bernard et ses asperges là quand même. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, je sais pas trop comment c'est venu tout ça. Enfin si, avec le confinement, j'ai été confinée en France. J'ai quand même réussi à partir en Zambie pendant l'année 2020, mais j'ai quand même été confinée 6 mois, je pense, chez mon grand-père, dans ce bois-là. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que en fait, c'était un bois dans lequel j'avais passé toute mon enfance, que j'avais énormément profité, mais que je connaissais pas vraiment. Et je me suis fait la réflexion de me dire... je parle de protection de l'environnement, je parle de protection des écosystèmes à l'autre bout de la planète. Et puis en fait, moi, ce bois qui a la chance d'appartenir à ma famille, qu'est-ce que je fais pour le protéger ? Quelles actions je porte sur cet endroit-là ? Et du coup, ça m'a donné envie aussi de réapprendre localement la flore, de me tourner vers le végétal. Et puis en faisant cette formation de gestion forestière, il y a tout un côté exploitation du bois qui m'a intéressée, mais pas trop, parce que c'est aussi beaucoup du profit, quoi. On fait pousser des arbres, on les coupe, on les vend, on les emmène en Chine, et puis ils reviennent en planche. J'étais ok. C'était un peu loin de ta philosophie de départ. Ouais, c'est ça. Donc j'ai un peu cherché, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait utiliser en termes de faire de la forêt comestible, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je me suis décidée de me lancer dans l'herboristerie. Alors, c'est vraiment à titre personnel pour l'instant, mais je trouve que ça complète bien et ça reste bien dans ce que j'aime faire. Ça te va très bien. Quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est parfait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement pour la suite et puis à l'avenir pour Melindika ? Eh ben, étonnamment, le mieux pour Melindika, ce serait qu'à terme, ça disparaisse. Parce que ça voudrait dire que vous avez rempli votre rôle. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors après, sauf si on est dans une démarche d'expansion, ce qui n'est pas le cas pour Melindika, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste faire du renforcement de capacité. Donc, c'est soutenir les personnes. Donc, nous, on est sur une durée minimale de 5 ans. On soutient un projet au moins pour 5 ans. C'est en général entre 5 et 10 ans. Mais le but après, c'est que ce soit complètement autonome. Donc, en fait, ouais, c'est ça qu'on pourrait souhaiter. C'est qu'après, à terme, ça disparaisse. Et que en revanche, les projets perdurent de manière locale. D'autres projets ailleurs ? Ce sera plus local, plus en France, je pense. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Là, on suivra ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, autre chose dont tu aurais envie de parler ? Non, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Pas mal, oui. Un peu plus d'une heure, donc voilà, on a fait le tour. Bah oui, mais c'est bien. Je pense que personne s'est ennuyé. On est bavarde. Oui. Écoute, je te remercie, Victoire, pour ce super voyage à travers le monde et à travers aussi ton parcours professionnel, puisque c'est l'objectif de Veto Micro. On te souhaite plein de réussite dans la suite de tes projets et plein de bonheur pour la suite avec l'accueil de ce petit bébé. Merci, Marine. Au revoir, Victoire. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.